On a bien sûr une partie sur l'histoire de la bande dessinée parce que c'est important de venir aux origines. C'est bien de présenter les personnages, c'est bien de présenter les histoires. C'est mieux encore de ne pas casser le matériel, bien sûr. C'est mieux encore d'aller chercher à l'origine de la bande dessinée, de se rendre compte qu'il y a eu des dessins partout, tout le temps, à toutes les époques. Que ce soit en Égypte, que ce soit au Moyen-Âge quand il fallait illustrer des récits religieux, que ce soit par la suite dans les revues, dans les journaux, parce que c'est là que le dessin a commencé véritablement à émerger, dans les revues de presse notamment, où comme tu dois t'en douter, il n'y avait pas d'appareil photo pour illustrer les articles, on utilisait le dessin pour du coup, forcément illustrer les nouvelles, etc. Dessin qui était dans un premier temps assez réaliste et qui illustrait tel quel l'article en question. Par la suite, c'est devenu plus de la caricature humoristique aussi pour moquer l'actualité, quoi. Et de fil en aiguille, les premières bandes dessinées ont vu le jour. La bande dessinée, elle a toujours eu un rapport un peu particulier avec la littérature parce qu'on part toujours du principe que quand il y a beaucoup d'images, c'est pas pour les enfants. Ouais, c'est pour les enfants. Il y a pas beaucoup, comme il n'y a pas beaucoup de texte, c'est pas forcément très bien pensé. C'est pour ça qu'au départ, on avait des textes qui étaient illustrés, plus que de l'illustration et du texte, si tu veux. Et la bande dessinée, elle s'est vraiment créée comme ça, des dessins avec des textes illustratifs, jusqu'à ce que petit à petit, on invente la bulle, ce qu'on appelle le phylactère en bande dessinée. Et la bulle, oui, c'est vraiment ce qui permet au personnage de s'exprimer, de parler, quoi. D'accord. C'est vraiment intéressant de voir toute cette mise en place parce qu'on pourrait penser que la bande dessinée est quelque chose qui est arrivé d'un coup, alors que comme tu l'as expliqué, c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps pour au début différentes raisons. Au début, c'était pour retranscrire, comme tu l'as dit, des propos textuels. Et ensuite, on arrive ici. Donc, carrément. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait ? Alors, celle-là, je ne sais pas exactement comment elle s'est faite, mais ce que je peux te dire, c'est que cette bande dessinée, donc, elle s'appelle Little Nemo in Slumberland, donc littéralement le petit Nemo au pays des rêves. C'est une des premières vraies bandes dessinées qui a été créée. Il y en a eu d'autres, bien évidemment, avant, mais elle est considérée vraiment comme fondatrice de la BD. Et ça date de quand ? Ça date de, c'est juste écrit derrière toi, si je ne me trompe pas, 1905. Ça a été donc créé par un auteur américain qui s'appelle Winsor McCay. Et en 2 mots, c'est l'histoire d'un petit garçon. Le principe est toujours le même. Un petit garçon qui s'endort, qui vit une aventure incroyable dans son rêve et qui à la fin se réveille. Et ce qui est intéressant avec cette BD, c'est qu'elle va être adaptée en film Netflix dans vraiment pas très longtemps avec Jason Momoa qui va jouer dedans. C'est une adaptation très différente de ce que tu vois ici. Je pense que Jason Momoa va interpréter ce perso, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est un univers vraiment de rêve et de fantasy qui rappelle un peu Alice au pays des merveilles, sauf qu'il est arrivé avant, donc du coup c'est lui qui gagne, quoi. Ça c'est hyper intéressant. C'est un des premiers dessins animés qui a été créé. Ça s'appelle Gertie, le dinosaure. Il est créé du coup par Winsor McCay, on le voit sur l'affiche, donc le créateur de Little Nemo. Et c'était intéressant parce qu'à l'époque, quand Winsor McCay proposait son film dans les cinémas, il venait dans la salle de cinéma et il faisait mine de parler au dinosaure derrière lui. Donc il disait au dinosaure, vas-y Gertie, lève la patte, et donc le dinosaure levait la patte, c'était calculé pour évidemment. Donc c'était en même temps une sorte de spectacle interactif. Ouais, voilà, exactement. C'est un des premiers, on le voit ici par exemple, il lui pose des questions et elle répond en fonction, elle fait non de la tête, elle fait oui de la tête. Et donc vraiment les premières personnes qui venaient voir ce dessin animé avaient l'impression que le dinosaure réagissait en temps et en heure, quoi. D'accord, c'est vraiment intéressant de voir l'évolution qu'a eu justement ce format. Parce que moi là, en même temps que tu m'as expliqué le principe, ça m'a fait penser un peu au premier animé japonais qui était fait entièrement à la main avec des espèces de manivelles qui devaient être tournées pour justement créer l'animation. Donc non, c'est très intéressant. Ça tombe bien ce que tu me dis là parce que viens voir. C'était prévu. On fait des transitions de ouf. Alors regarde, si tu vois ici, c'est exactement ça. Voilà, c'est un peu ce que tu disais. Donc tu peux voir ici, on a un Lucky Luke qui est redessiné plusieurs fois avec Jolly Jumper, son cheval, qui change à chaque fois et qui bouge à chaque fois les pattes. Et si tu regardes à travers les fentes qui sont juste ici et que je commence à tourner le truc, la machine, on a véritablement l'impression que Lucky Luke est en train de marcher. De galoper, exactement. De galoper, exactement, avec son cheval, C'est vraiment intéressant parce que tout ça, c'est des techniques qui ont été mises en place pour mettre en mouvement le dessin. On ne s'en rend pas compte comme ça, on a l'impression que c'est simplement une structure en cercle qu'on tourne, mais derrière, il y a vraiment une réflexion. C'est ça, quoi. Et tout ça, ça nous montre vraiment à quel point aujourd'hui on a progressé techniquement, parce qu'à l'époque, on pouvait créer de l'animation à partir justement de ce genre de structure.
Alors qu'aujourd'hui, c'est Il y a des moyens qui sont vachement plus en avant. c'est vraiment un autre niveau. Hein. Tu sais bien comme en dessin animé, il fallait à la base 24 images pour faire une seconde. Exactement. Maintenant, c'est évidemment un peu moins le cas parce qu'il y a d'autres techniques plus modernes qui permettent de faire ça différemment. Mais moi, ce principe-là, ça me rappelle les flipbooks qu'on a tous dû avoir, qu'on a tous dû faire à un moment. C'est quand tu dessinais dans le bas de tes cahiers, que tu faisais tourner rapidement les pages. J'en ai fait. Voilà. Bon, c'était pas top, mais j'en ai quand même fait. C'était pas top non plus pour moi, mais en même temps, voilà, c'est ça l'idée, c'est que on a compris très vite que la bande dessinée et le dessin animé, c'est deux arts qui sont indissociables l'un de l'autre finalement. Tout à fait. Dans cette pièce-ci, on s'intéresse pas mal au personnage de Dicky, donc Bourke en néerlandais, qui est un personnage de bande dessinée pour adultes. C'est de l'humour absurde et c'est de l'humour un peu noir parfois. Mais c'est ça aussi de nouveau qui fait le sel de la bande dessinée, c'est qu'on part sur différents styles d'histoire et d'univers très différents, quoi. D'accord. Et par rapport à Dicky, est-ce que c'est quelque chose de récent ou est-ce que c'est quelque chose qui remonte à longtemps? Parce que par exemple, moi je suis beaucoup de contenu sur Instagram de personnes qui proposent justement ce type de format. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir une petite histoire en plusieurs posts Instagram qui va se composer d'un personnage qui effectue des interactions avec son univers. Et ça va permettre justement au dessinateur du compte Instagram de pouvoir mettre en avant son contenu. Ça lui permet à lui de progresser. Ça lui permet aussi de fédérer une communauté et en même temps, ça lui permet de développer une petite histoire. Donc, est-ce que ce genre de contenu, comme par exemple Dicky, est quelque chose qui existe depuis longtemps ou est-ce que c'est récent? Alors Dicky, ça fait déjà une petite 10-15 d'années, je pense. De tête, je ne saurais pas exactement te dire. D'accord. C'est un auteur flamand qui s'appelle Peter de Portereux. Alors, je ne sais pas si lui, il est actif vraiment sur Instagram, mais il y a effectivement, comme tu l'as dit, pas mal d'auteurs et d'autrices qui parviennent à se développer leur art comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur Instagram, quand tu postes vraiment des images, on est sur un format carré qui n'est pas sans rappeler la case de bande dessinée de base. Il y a un auteur qui marche assez bien pour le moment qui s'appelle Théo Grosjean, qui fait, je sais pas si tu connais, c'est l'homme le plus flippé du monde, ça s'appelle. Non. Et c'est des strips aussi effectivement où tu scrolles pour voir la suite de l'histoire. Ça permet, alors ça met une petite contrainte et parfois c'est un peu frustrant si tu veux raconter plus et montrer plus. Oui, mais quand il s'agit de faire du strip humoristique, les Américains et les Anglais sont pas mal pour le faire aussi. Ça met un cadre clair, précis et justement, voilà, en parlant de style humoristique par rapport à ce format-là, on le mettra au montage parce que j'ai malheureusement oublié le terme, mais les Japonais font beaucoup ça aussi avec un format qui leur permet la plupart du temps de mettre en place des petites histoires humoristiques. Ça peut se passer en général à l'école ou dans le monde du travail et c'est parfaitement ce que tu décris. Donc c'est intéressant. On mettra le nom au montage parce que j'ai oublié le nom du terme, mais en général c'est un format en 4 ou 6 pages que font les Japonais pour des petites histoires courtes humoristiques. Donc tout se rejoint. On continue ? Avec plaisir.